Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau journal dont le principal titre est l'ouverture aujourd'hui du Centre national de dépistage à l'espace Léo Ferré. Le secrétaire général du département des affaires sociales et de la santé, Ludmila Racona-Le Goff, nous présentera cette structure et son mode opérationnel. Nous ferons également un point info-chantier avec l'avancée du projet Testimonio 2 et les travaux d'aménagement du solarium. La semaine de la mobilité se poursuit. Les bus étaient à l'honneur aujourd'hui après les trains et avant les vélos. Il a remis aujourd'hui ses lettres de créance au prince Albert II. Le nouvel ambassadeur d'Italie sera notre invité. Giulio Alaimo reviendra sur son parcours avant d'être nommé en principauté et les ambitions qu'il nourrit à ce poste. Mais c'est donc la grande information du jour, très attendue. Le Centre national de dépistage a ouvert ses portes à l'espace Léo Ferré. Gouvernement et Conseil national, qui avaient appelé de leur vœu la création d'une telle structure pour répondre à une demande toujours plus importante, se sont rendus sur place. Nous écoutons le ministre d'État, Pierre Dartout, est au micro de Christinda Thomel. Nous nous inscrivons dans une démarche qui se veut ambitieuse mais réaliste. Ambitieuse parce qu'il faut tenir un certain nombre d'objectifs, c'est-à-dire augmenter le nombre de prélèvements possibles, tout en augmentant aussi le délai de réponse. Parce qu'il ne suffit pas de faire des prélèvements, il faut que le résultat de l'analyse soit communiqué dans des délais satisfaisants, c'est-à-dire 24 heures ou au plus 36 heures. Donc tout cela nécessite une bonne organisation, nécessite des moyens et il s'agit de faire en sorte que l'on puisse progresser dans cette politique, mais également savoir qu'on doit s'inscrire dans la durée. Donc il faut être aussi économe des moyens, parce que les moyens sont rares. Par exemple, pour faire des tests, il faut des écouvillons et des réactifs, et dans l'ensemble de l'Europe, aujourd'hui, c'est un matériel qui est rare. Nous venons de l'entendre, ce centre répond à une urgence. Le secrétaire général du département des affaires sociales et de la santé est notre invité pour nous expliquer comment va fonctionner cette structure. Bonsoir Ludmila Racona-Le Goff. Bonsoir Patricia. Ce centre effectivement répondait à un besoin criant. La stratégie du gouvernement dans la mise en place de ce centre était véritablement de fluidifier et d'organiser, de mieux organiser la demande et la prise en charge des personnes qui ont besoin de se faire dépister au moyen d'un test PCR. Quelle est la capacité d'accueil de ce centre national de dépistage ? Au moment où nous parlons, nous avons mis en place 2 box dans lesquelles nous pouvons assurer les prélèvements. Donc aujourd'hui, la capacité est de 400 prélèvements par semaine sur le site. Et il y a ensuite donc un délai pour obtenir les résultats. Il y a un délai pour obtenir les résultats, de l'importance d'avoir mis en œuvre en amont une régulation qui permet d'orienter les personnes qui viennent se faire dépister vers une filière ou l'autre en fonction du degré d'urgence du prélèvement. Justement, qui va pouvoir venir se faire tester ici ? Les personnes qui peuvent venir se faire tester sont des personnes symptomatiques ou des personnes contacts avérés ou contacts un petit peu plus faibles, munis d'une prescription de leur médecin traitant, d'un médecin de l'OMT ou d'un médecin de la direction de l'action sanitaire. Très important. Et quelle est la nature des tests qui vont y être pratiqués ? Ce centre pratique des prélèvements PCR, donc le test rhinopharyngé. Et qui sont les testeurs qui prennent part aux opérations ? Nous avons mis en place une équipe qui provient de plusieurs entités, donc une étroite collaboration entre plusieurs entités de la Principauté. Le centre hospitalier Princesse Grace, qui a mis à disposition des moyens logistiques et humains, tant en termes d'infirmiers que de secrétariat. La direction de l'action sanitaire, qui a également mis à disposition des moyens de secrétariat et des moyens infirmiers. Des infirmières libérales et des infirmières retraitées qui ont souhaité participer à cette vaste action de prélèvement. Alors on ne se présente pas spontanément, il y a une prise de rendez-vous indispensable ? Tout à fait. Donc comme je vous l'indiquais, le prérequis est que la personne soit munie d'une prescription qui émane soit de son médecin traitant, soit d'un médecin du travail, soit d'un médecin de la DASA. Cette prescription doit spécifier pour quel motif
la personne nécessite de réaliser un prélèvement. Et soit la personne, soit le médecin prend contact avec le call center, donc au fameux numéro 92 05 55 00, qui va prendre note de la demande et qui va réguler les différentes demandes qui vont lui arriver en priorisant les besoins et les demandes de rendez-vous. Il ne risque pas d'y avoir un engorgement. Il y a toujours parallèlement des laboratoires qui eux aussi effectuent les tests. Tout à fait. Donc c'est un autre objectif de la mise en place de ce centre. Grâce à cette régulation qui est mise en place en amont, donc les différents patients vont être catégorisés et priorisés, adressés au centre de prélèvement dans l'une ou l'autre des filières selon le degré de priorité. Et ce centre de régulation disposera aussi des informations émanant de la ville, ce qui permettra de jongler en fonction des besoins, des priorités, de la capacité à un instant T et de faire passer les personnes sur l'un ou l'autre des laboratoires pour justement arriver à optimiser l'ensemble de la filière monégasque de prélèvement. Ludmila Racona-Le Goff, l'objectif de la première vague de dépistage était de mieux cerner le taux d'immunisation de la population. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Aujourd'hui, là, il s'agit de détecter les cas pour éviter la propagation de l'épidémie. Oui. Là, c'est vraiment un autre examen, un examen qui pouvait être prescrit à l'époque du dépistage de masse d'ailleurs, pour les personnes qui étaient testées positives. Mais donc là, on parle vraiment de personnes symptomatiques ou contacts pour lesquelles il faut savoir si la maladie est effectivement présente ou pas. Donc c'est vraiment une autre étape. Quels seront les horaires et jours d'ouverture du centre? Le centre est pour l'instant ouvert 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Donc j'insiste encore une fois, c'est uniquement sur prescription médicale et après avoir pris la tâche du call center au 92 05 55 00. Le patient qui vient sur le centre n'a aucune avance de frais à faire, le test est pris en charge. Et voilà pour les informations pratiques. Ludmila Racona-Le Goff, merci d'avoir répondu à nos questions le jour donc de l'ouverture du Centre national de dépistage à l'espace Léo Ferré. Je vous remercie. Autre information directement liée à votre quotidien, le point info chantier hebdomadaire. Fabien Bonilla. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. On va faire, si vous le voulez bien, un point d'étape sur le chantier Testimonio 2. Pour le situer, c'est dans le quartier du Larvoto. C'est une opération immobilière publique et privée, donc par conséquent avec des logements domaniaux, 348 appartements plus exactement. Pour en parler avec nous, Albert Croisi, bonsoir. Oui, bonsoir Fabien. Vous nous faites un petit point d'étape sur ce projet d'envergure. Où en sommes-nous ? Alors, Testimonio, les deux tours, puisqu'il y a Testimonio 2 et Testimonio 2 bis, sont deux opérations que l'on prévoit avec une livraison pour la fin de l'année 2023. Mais les phases pénibles à supporter, celles qui nous créent le plus de tracas et le plus d'appels de la part des résidents de ce quartier, sont les phases de terrassement et de pose des tirants qui doivent soutenir la partie amont, la falaise. Alors, pourquoi ? Parce que c'est bruyant ? Oui, c'est assez bruyant, il faut l'admettre. Les tirants que l'on doit placer, c'est un bruit assez aigu qui est très pénible. Mais bon, on arrive vers la fin, puisque à la fin du mois de septembre, donc sous une dizaine de jours, ces tirants seront intégralement posés. Et pour ce qui concerne les phases de terrassement qui vont permettre la création de 11 000 places de parking, à la fin du mois de mars, l'opération de terrassement sera également totalement terminée. Suite à cela, la construction en soi de l'immeuble devrait être beaucoup plus acceptable pour les résidents de ce quartier. Avec au final donc, des logements, vous avez parlé de parking à l'instant. Décrivez-nous comment sera ce nouvel espace. Faites-nous rêver un petit peu. C'est une énorme opération. Cela va constituer la création de 348 appartements pour les nationaux, des appartements domaniaux. Il y aura 19 000 mètres carrés de planchers privés pour des appartements du privé. Et on sait ô combien nous avons besoin de ce marché immobilier privé en principauté de Monaco. Il y a 11 000 places qui vont être créées. 600 places resteront disponibles pour des locations horaires, c'est-à-dire qu'il y aura possibilité pour les gens arrivant de Menton, par exemple, de stationner leur véhicule à cet endroit, puis peut-être de prendre les bus de la ville. Il y a une crèche pour 50 berceaux qui va être également créée. L'école internationale qui va recevoir 70 élèves. Donc vous le comprendrez, c'est une opération assez importante et ça va être un nouveau quartier en plein développement.
On change de sujet, on passe à un autre quartier où vous vous trouvez d'ailleurs, hein. Nous en avons parlé dans une précédente édition. La saison estivale n'est pas terminée du côté du solarium. Non, pas terminé, mais ça, c'était une décision prise assez tardivement par le gouvernement, mais également en concertation avec le Conseil national. On parle de cadre de vie, de qualité de vie. Il est vrai que les travaux, la reprise des travaux nécessaires au Larvoto était prévue un petit peu tôt, le 11 septembre. Et aujourd'hui, on sait très bien que les saisons perdurent un Il petit fait peu encore plus. beau, oui. Oui, on a l'espoir jusqu'à fin octobre de pouvoir bénéficier de beau temps. Aussi, le gouvernement a agencé sur la promenade Kaziragi un espace agréable. Il y aura une plage privée avec des parasols, des transats. Sur la promenade, un kiosque qui va distribuer des boissons, des glaces. Et c'est un lieu de vie où les gens pourront se retrouver pour continuer un petit peu cette saison estivale qui, encore aujourd'hui, s'annonce très très belle. Voilà, ce sera l'été indien du côté du solarium, Patricia. Voilà, nous le souhaitons. Merci Albert Croisi. Je vous en prie, merci beaucoup. Et l'heure est donc à l'emménagement au solarium. La transition est donc toute trouvée puisqu'un service de la sûreté publique vient, lui, de déménager. Oui, ce que l'on appelle le service de simple police, il ne se situe plus rue Louis Notary, mais se trouve désormais à Fontvieille, aux 2 avenue Albert II. Alors si vous avez des contraventions à régler, il faut donc à présent vous rendre au 2e étage de l'entrée B du stade Louis II. Les locaux sont accessibles au public de 9h à 17h. La semaine de la mobilité a débuté lundi en principauté, une semaine ponctuée par plusieurs temps forts. Nous avons abordé lundi sur notre antenne les 20 ans de la gare de Monaco avec notre invité Fabrice Morénon. Aujourd'hui, il s'agissait de la journée du transport public et à cette occasion, tous les bus de la CAM étaient gratuits. Le reportage d'Émilie Rousseau et Olivier Bonello. 25 000, c'est le nombre de personnes qui empruntent chaque jour les bus de la Principauté. Et le but de cette journée du transport public est d'inciter encore plus la population à utiliser une mobilité douce. Pour faciliter son usage et permettre un accès plus large, les offres de la CAM s'intégreront au Pass Azur dès le 1er octobre. Il s'agit d'un abonnement unique et mensuel valable dans les transports des Alpes-Maritimes. À cela s'ajoutera pour les usagers de la Principauté une application baptisée Monapass, disponible dès le début de l'année prochaine. C'est une application smartphone très simple, facile d'utilisation. On s'inscrit, on a un panier d'achat et on consomme. Avec cette application, l'usager il achète ses titres de transport. Il peut facilement fournir des pièces justificatives pour les titres à justificatifs comme des abonnements. Numérique via l'application sans avoir à se déplacer à l'agence commerciale de la CAM. Et ensuite, il consomme ses titres qu'il aura achetés en passant son smartphone devant les valideurs. En général, les transports publics émettent 5 fois moins de CO2 que la voiture. Ils sont les acteurs incontestables de la transition énergétique. À Monaco, sur les 45 bus qui circulent actuellement, 22 sont hybrides. Un virage amorcé depuis plusieurs années déjà et qui se poursuit avec le test de bus électriques en Principauté. Le but étant d'atteindre le zéro émission dans 10 ans. Le premier pas, ça a été d'intégrer du biocarburant que l'on appelle le diester à 30% dans tout le parc de la CAM. Et donc ça fait maintenant depuis 22 ans que tout le parc roule de cette façon-là. La dernière étape, ça a été de faire rentrer dans le parc des autobus hybrides qui, conjugués à ce diester, nous ont permis d'être sur une trajectoire vers 2030 conforme à la volonté du prince souverain. On est sur la bonne trajectoire et en 2030, on respectera nos engagements. Et dans la droite lignée de ces engagements, la CAM a signé le Pacte national pour la transition énergétique. Elle est la 122e entité de la Principauté à adhérer à ce grand mouvement initié par la MTE. Parmi les grands titres de l'actualité du jour encore, l'entrée en fonction officielle du nouvel ambassadeur d'Italie. Giulio Alaimo a prêté serment devant le prince Albert II avant un déjeuner de travail avec le souverain et le ministre d'État. Il est avec nous ce soir. Giulio Alaimo, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir. Avant toute chose, nous savons que l'Italie a été lourdement impactée par la première vague de Covid-19. Comment se porte le pays aujourd'hui ? Bon, le pays se porte bien, on peut dire, dans une situation générale qui reste pour tous les pays une situation dramatique. Et la situation est grave, mais n'est pas dramatique comme elle a été pendant la première vague,
Aujourd'hui, on a entre 1000 et 1500 cas de Covid par jour et c'est une dimension qui est stable dans les dernières semaines. Vous entrez aujourd'hui en fonction à Monaco. Quel a été votre parcours? Il y a eu beaucoup de postes à l'étranger, mais également au sein de l'administration italienne. J'ai commencé ma carrière il y a 30 ans de diplomatie italienne. Et mon premier poste à l'étranger a été le Pakistan. J'ai passé 4 ans à Islamabad. Ensuite, j'ai passé 4 ans à l'Argentine, à La Plata, où j'étais consul général. Après, je suis rentré à Rome, à la Farnesina, pour un travail dans le domaine de l'immigration italienne. Et après encore au Canada, à l'ambassade d'Italie à Ottawa. Et ensuite à l'ambassade d'Italie à Paris. Et après, je suis parti autrefois pour la Suisse, pour Zurich, où j'étais consul général. Une grande expérience extrêmement diversifiée. Vous avez remis vos lettres de créance ce matin au prince Albert II. Monaco, c'est une affectation un peu particulière. Oui, Monaco, c'est une dimension particulière parce qu'elle est un État dans lequel l'Italie a une longue tradition d'amitié, de collaboration économique et culturelle, où on enregistre une communauté italienne très nombreuse et très active. On a plus de 8000 Italiens qui habitent stabilement à Monaco. Et si on considère que la population totale du pays est 38 000 habitants, on peut considérer la communauté italienne une partie importante de la vie sociale et économique du Principauté. Et il faut ajouter aussi 5 000 Italiens qui tous les jours viennent ici pour travailler et retournent dans la même journée en Ligurie, en Italie. Quelles sont vos ambitions à ce poste d'ambassadeur d'Italie à Monaco? On a une longue tradition, donc je vais continuer les travaux et les parcours qui ont commencé mon prédécesseur et mes prédécesseurs. Et on a beaucoup de dossiers sur lesquels on peut travailler avec les autorités locales dans les secteurs de la culture, dans les secteurs de l'économie et dans les secteurs de la collaboration transfrontalière. Aujourd'hui même, je participerai à une réunion avec des opérateurs économiques italiens et monégasques en Ligurie, à Ventimiglia. Et donc, ça, ce sont les dossiers dans lesquels je voudrais m'engager, la culture, l'économie et la collaboration en général entre nos deux pays. Quel message souhaitez-vous adresser à la communauté italienne de Monaco? Comme toujours, l'ambassadeur est au service de la communauté. Donc, je peux dire que la porte de l'ambassade et la porte de l'ambassadeur est toujours ouverte pour ceux qui ont besoin. Giulio Alaimo, nouvel ambassadeur d'Italie à Monaco, merci d'avoir répondu à notre invitation alors que vous venez de remettre aujourd'hui vos lettres de créance au prince Albert II. Merci à vous. Nous retrouvons Fabien Bonilla et cette remise de chèque au profit de la FPA2. Ouais, un chèque de 12 850 € à l'occasion de la 4e édition de l'Urban Painting Around the World, l'UPAW, un chèque que l'organisateur a remis au vice-président de la Fondation Prince Albert II, au siège même de la Fondation. Pour rappel, l'Urban Painting Around the World s'est déroulé en juillet dernier. 6 artistes ont chacun réalisé 2 œuvres sur le thème Free Mediterranean. 2 mois après cette exposition, la vente de ces œuvres a permis de récolter presque 13 000 €, un don qui contribuera aux projets et actions menés par l'initiative BIMED pour la sensibilisation et la mobilisation contre les déchets plastiques en mer. Les espaces de la médiathèque ont rouvert. Vous pouvez de nouveau vous installer pour travailler ou consulter des documents à la bibliothèque Louis Notari, à la Sonothèque Vidéothèque et à la bibliothèque Caroline, dans la limite bien sûr des places disponibles et conformément aux mesures sanitaires. Vous pouvez aussi choisir d'emprunter et rendre vos documents, être conseillé et utiliser le photocopieur et les ordinateurs. La médiathèque propose également un service de livraison à domicile pour les personnes résidant à Monaco dans l'impossibilité de se déplacer. Sachez que la ludothèque est ouverte pour le prêt de jeux uniquement. 2 nouveaux horaires d'ouverture sont mis en place et vous pouvez les consulter sur le www.mediathèque.mc.
Et pour tous ceux qui ont l'âme d'un jardinier, cette information qui va vous intéresser. Oui, si l'on devait résumer cette opération, on pourrait l'appeler Vie ma vie de jardinier, en quelque sorte. Je m'explique. Vous souhaitez connaître tous les secrets des jardiniers de la roseraie Princesse Grasse? Eh bien, la direction de l'aménagement urbain propose une immersion dans le quotidien des jardiniers, le temps d'un atelier du 21 au 25 septembre de 9 h à 11 h. Déflorissement, taille, regarnissage, paillage, désherbage, fixation des rosiers, traitement biologique. En résumé, ce sera l'occasion de poser toutes les questions sur le jardinage, ainsi de voir la roseraie autrement. Vous avez les inscriptions et les renseignements qui se sont affichés. Enfin, les prévisions météo pour ce jeudi. Eh bien, il fera beau tout au long de la journée avec un large soleil. Au niveau des températures, comptez de 22 à 28 degrés. L'eau sera à 24 degrés. Le soleil se lèvera à 7h12 pour se coucher à 19h36. Et ce jeudi 17 septembre, nous célébrerons les Renault. Renault, c'est toute votre jeunesse, j'imagine, Patricia. Et oui, effectivement, nous nous quittons comme chaque jour en images, en l'occurrence aujourd'hui une plongée avec le photographe Stéphane Dana dans les coulisses des travaux d'entretien menés la nuit dans les tunnels de Monaco. Cela fera d'ailleurs l'objet d'un Focus Info dans le JT de 19 h ce jeudi. Je vous souhaite une belle et douce soirée. Vous retrouverez demain à 19 h Émilie Rousseau. À suivre dans un court instant le magazine Academy Project avec la rentrée des jeunes pousses de l'Académie de l'AS Monaco Football.